15h30, merci d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité. L'Occident nous a déclaré la guerre, une guerre hybride et totale. Ce sont les mots du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aujourd'hui dans le Conseil diplomatique et de défense à Moscou. Le chef de la diplomatie russe qui évoque une contre-offensive diplomatique avec d'autres pays du monde alliés autour de la Russie. Nous ne reconnaîtrons jamais les frontières que la Russie tente d'imposer à l'Ukraine. Déclaration du G7 aujourd'hui réunie en Allemagne, alors que Moscou a de son côté coupé l'électricité à la Finlande, officiellement pour impayé, officieusement probablement pour sa demande de rattachement à l'OTAN. L'Ukraine table sur un tournant de la guerre au mois d'août et sur une victoire avant la fin de l'année. C'est ce que pense le chef du renseignement militaire ukrainien. Une déclaration qui interroge. Et puis cette guerre en Ukraine qui s'invite à l'Eurovision. Le concours de chansons a lieu ce soir, sans la Russie, mais avec l'Ukraine qui fait figure de favorite. Dans quelle ambiance se prépare l'événement dans le contexte international actuel? Nous serons sur place dans un instant. 80e jour de guerre en Ukraine, alors que la Suède et la Finlande demandent à intégrer l'OTAN. Côté russe, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est exprimé cet après-midi en conférence de presse. Il estime notamment que l'Occident a déclaré la guerre à la Russie. Nous sommes face à des choix historiques. Les actualités évoluent. Et nous ressentons ces évolutions. Notre pays change avec ces actualités. Le choix que nous avons fait actuellement s'explique par la guerre hybride totale lancée par l'Occident à notre égard. On en parle avec Patrick Martin-Genier qui est avec nous, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Sergueï Lavrov qui ajoute aussi un sentiment de russophobie des pays civilisés et un droit international bafoué. Oui. Pareil, un peu gonflé quand même de la part de la Russie, pays envahisseur de l'Ukraine. Vous savez, pour comprendre quelque chose au langage de la langue de bois de Vladimir Poutine et de Lavrov, il faut traduire exactement l'inverse de ce qu'il dit. Vous vous rappelez que lorsqu'il a envahi l'Ukraine, il s'était prévalu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, en d'autres termes, le droit de légitime défense. On ne voit pas en quoi le droit de légitime défense autorisait la Russie à envahir l'Ukraine. Donc il y a une sorte de manipulation, d'instrumentalisation du droit international à son profit. Et le fait qu'ils disent qu'il y ait russophobie, bien évidemment que les gens sont choqués par cette intervention militaire. Pour autant, ce n'est pas une russophobie, ce n'est pas dirigé contre le peuple russe, mais contre Vladimir Poutine, les dirigeants russes. Et donc, il y a une manipulation de ce droit. Et encore une fois, il dénonce le diktat de l'Occident contre la Russie. Et donc, y compris d'ailleurs, il est en train de dire que finalement, les Européens ne sont que des esclaves en quelque sorte des États-Unis d'Amérique. Et donc aujourd'hui, c'est bien la position, cette langue de bois, cette langue diplomatique de Lavrov. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un langage de bois traditionnel. Il condamne très fermement ce rattachement. Finalement, l'objectif recherché est exactement inverse de celui qu'il avait affiché avant l'invasion d'Ukraine. Il s'agissait d'affaiblir l'OTAN et aujourd'hui, elle sort manifestement renforcée. Et c'est pour cela qu'il s'agit d'une grave erreur d'appréciation de la part des Russes. Et en se positionnant ainsi en victime, quand on entend Sergueï Lavrov, est-ce qu'il a également évoqué une liste de pays qu'il dit mobilisés, prêts à se mobiliser autour de la Russie. C'est une sorte de contre-offensive diplomatique qu'il essaye de mettre en place? Oui, disons qu'il essaye de convaincre ou de se convaincre, ou peut-être de convaincre son peuple. Il parle également au peuple russe, dont on dit qu'il commence à s'interroger sur les modalités, les objectifs de cette opération spéciale entre guillemets. Il a cité effectivement, il a voulu dire qu'en réalité la Russie n'était pas isolée sur la scène internationale. Il a cité la Chine qui continue d'ailleurs à le soutenir fermement. Lavrov lui-même s'est rendu en Inde pour voir quelles étaient les intentions de ce pays. Et l'Inde n'a pas envie de condamner du tout cette intervention, d'autant que certains pays ont aussi des revendications territoriales dans leur propre pays. Il a cité le Moyen-Orient et d'autres pays qui le soutiennent. Et donc par conséquent, il veut montrer qu'il n'est pas isolé, qu'il est capable d'avoir des alliances internationales qui pourraient d'ailleurs contourner l'Europe et l'affaiblir à son tour. 80e jour de guerre en Ukraine. Les ministres des Affaires étrangères du G7 sont réunis en Allemagne ce samedi. L'Allemagne qui en assure la présidence cette année. Et dans une déclaration officielle, les membres des 7 grandes puissances ont prévenu la Russie de stopper sa volonté d'expansion en Ukraine. Écoutez la chef de la diplomatie allemande. Dans notre déclaration d'aujourd'hui, nous avons encore une fois souligné très clairement que nous ne reconnaîtrons jamais les changements de frontières que la Russie veut imposer par la force militaire.
Patrick Martin-Genier, le G7 a précisé: nous maintiendrons notre engagement à soutenir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris la Crimée. De quelle manière, concrètement, il faut entendre ces propos ? Alors, c'est d'abord un soutien diplomatique très fort, et le G7 a aussi annoncé un renforcement des sanctions économiques. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a quand même de très graves sanctions, de très lourdes sanctions économiques qui touchent la Russie. Par exemple, au cours du mois d'avril, c'est 1 million de barils en moins tous les jours qui ont été exportés de la Russie de pétrole vers l'Union européenne. Donc, c'est quand même important de renforcer ces sanctions. C'est bien dire que sur le plan diplomatique, sur le plan du droit international, jamais la communauté internationale ne reconnaîtra l'annexion du Donbass, car vous savez que parmi les objectifs de Vladimir Poutine, il y a l'éventuelle tenue de référendum sollicitant l'annexion pure et simple du Donbass, à Kherson par exemple, et par conséquent aussi vis-à-vis de la Crimée. Il est hors de question de reconnaître, et dont le G7 présidé par l'Allemagne, ce qui est quand même très important, l'Allemagne elle-même ayant fait de gros efforts de soutien militaire logistique à l'Ukraine. Cela veut dire que jamais, même pour la Crimée, sur le plan international, cette annexion de fait ne sera reconnue. Au menu également des discussions, cette demande d'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, que le président turc menace d'ores et déjà de bloquer. C'est dans ce contexte que la Russie a mis sa menace à exécution et a stoppé aujourd'hui ses livraisons d'électricité à la Finlande, officiellement pour raison d'impayés. On voit cela avec vous, Mathias Arez. Mathias, est-ce que les Finlandais vont se retrouver dans le noir ? Vraisemblablement non. Les Finlandais devraient pouvoir continuer d'allumer la lumière pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le pays nordique importe un peu moins de 10% seulement de son électricité de chez son voisin russe, soit 900 mégawatts au maximum. Fin avril, la Finlande avait d'ailleurs déjà réduit ses importations. Elles étaient alors à 1300 mégawatts afin de sauvegarder la sécurité de son système électrique. Deuxième point, il faudra se tourner vers ses autres voisins, comme l'a expliqué Timo Kaukonen, un responsable des opérations chez Fingrid, qui est le principal opérateur du pays. Ce ne sera pas difficile. On peut gérer avec un peu plus d'importations de Suède et de Norvège. Pour finir, dernière solution pour assurer sa consommation d'énergie, Helsinki devrait également lancer à plein régime d'ici la fin de l'été un nouvel EPR, ce qui devrait augmenter nettement sa production d'électricité issue du nucléaire. Mathias, est-ce que d'autres pays ont également cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ? Pas vraiment. Si certains pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, la Hongrie ou dans une moindre mesure la France restent encore assez dépendants des énergies fossiles russes comme le gaz, ce n'est pas vraiment le cas de l'électricité pour une raison qui est simple, c'est que la Russie produit son électricité à une autre fréquence que celle de l'Union européenne. Début mars, l'Ukraine et la Moldavie avaient d'ailleurs été synchronisées sur le réseau continental de l'Union européenne, une différence de fréquence qui limite les possibilités d'échange. Par exemple, l'Estonie frontalière de la Russie n'importe que 258 mégawatts, ce qui correspond à la consommation d'une ville de la taille de Colmar. Pas de risque de blackout donc. Merci beaucoup Mathias pour toutes ces précisions. Depuis 80 jours maintenant, l'offensive russe en Ukraine n'a toujours pas permis de grands succès militaires. Autant d'éléments qui encouragent le chef du renseignement militaire ukrainien à déclarer la fin de la guerre d'ici la fin de l'année. Dans un entretien accordé à la télévision britannique Sky News, Kirilo Boudanov a également affirmé que Vladimir Poutine était très malade. Écoutez. Le tournant devrait se situer dans la deuxième quinzaine d'août. Et la plupart des actions de combat seront terminées d'ici la fin de l'année. Nous pouvons confirmer que Vladimir Poutine est dans un très mauvais état psychologique et physique. Il est très malade, il a plusieurs maladies en même temps, dont l'une est le cancer. Nous disons aussi depuis longtemps que l'armée russe, que la Russie tente de promouvoir dans plusieurs vidéos d'entraînement, n'existe pas en réalité. C'est une horde de gens armés, c'est tout ce qu'ils sont. Patrick Martin-Genier, est-ce qu'il y a des éléments concrets qui permettent d'appuyer ce que dit cet officiel, qu'un tournant de la guerre interviendrait au mois d'août et une fin de guerre d'ici la fin de l'année ? Alors vous savez, effectivement, c'est le service de renseignement ukrainien, toujours très appuyé donc aidé sur le plan logistique par les services de renseignement américains et britanniques, dont on a vu qu'ils étaient très bien informés. Donc s'il dit ça, c'est qu'effectivement, il y a des éléments intéressants qui montrent que sur le terrain, il y a une véritable déroute
des forces russes. Et il veut dire par là que si la progression continue, si il continue à reprendre du terrain, on vient d'apprendre qu'Izium également, une offensive très importante était en cours, eh bien ça veut dire que si ce rythme de la reprise du terrain continue, effectivement, il pourrait y avoir un retournement de situation au mois d'août et au final peut-être un cessez-le-feu en quelque sorte de fait à la fin de l'année. Mais il faut être très prudent car on ne sait pas exactement ce qu'il y a dans la tête de Vladimir Poutine. Peut-être pourrait-il décréter une mobilisation, recruter de nouveaux soldats et lancer une grande offensive. Certains généraux estiment qu'il pourrait éventuellement avoir recours à des armes nucléaires tactiques s'il n'avait plus d'autre choix. Donc il faut être extrêmement prudent. Ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, si la situation se perpétue sur le terrain, oui, probablement au cours de l'été, d'ici la fin de l'année, il y aura une évolution tout à fait notable. Et puis il y a ces allégations du chef du renseignement militaire ukrainien sur la santé de Vladimir Poutine. Ça fait un moment déjà qu'on entend pas mal de choses, comme quoi Vladimir Poutine serait malade. Qu'est-ce qu'on sait exactement? Écoutez, franchement, là c'est très difficile de s'improviser médecin par visioconférence, qu'on soit militaire. Moi je ne suis pas médecin, les militaires ne sont pas médecins, sauf à avoir des informations très concrètes, mais il est vrai que certains médecins regardent les images de Vladimir Poutine, certains considèrent qu'il est bouffi, certains vont vous dire qu'il est malade, d'autres il a fait il a du botox, enfin voilà, on ne sait pas, donc ça c'est très difficile et à supposer même. Alors certains ont même dit qu'au défilé du 9 mai, il avait une couverture sur les jambes pour le protéger. Effectivement, ça rappelle la guerre froide, rappelez-vous, les dirigeants du Parti communiste qui se couvraient toujours, qui avaient froid. Mais là, on est quand même au mois de mai, c'est différent. Donc c'est extrêmement difficile. Moi, je suis très réservé sur un pronostic médical que nous ne sommes pas en situation de livrer et à supposer même qu'il soit malade physiquement, cela ne l'empêche pas a priori de continuer à diriger son opération. Une chose sûre, il n'y a pas de bulletin officiel médical concernant la santé de Vladimir Poutine. Restez avec nous, merci. Dans quelques instants, nous parlerons de ces déclarations de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, devant le Conseil diplomatique et de défense. Aujourd'hui à Moscou, il a déclaré notamment « L'Occident nous a déclaré la guerre, une guerre hybride et totale ». Nous décrypterons ces déclarations dans notre journal dans quelques minutes. À tout de suite. Contre la transmission, pensons aération. Quand on parle, quand on rit et même quand on respire, des micro-gouttelettes invisibles à l'œil nu restent en suspension dans l'air et peuvent transmettre le virus du Covid-19. C'est pourquoi il est important d'aérer 10 minutes toutes les heures pour les faire disparaître. Même vaccinés, continuons à appliquer les gestes barrières. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. S'il arrive quelque chose à la voiture d'Arnaud, professeur des écoles, alors les ennuis commencent. C'est pourquoi GMF vous prête sans surcoût un véhicule de remplacement si le vôtre est immobilisé. GMF, premier assureur des agents du service public. Gaz, électricité, fioul, les prix s'envolent et chauffer ou rafraîchir votre maison coûte de plus en plus cher. Avec Excellence Énergie, isolez vos murs par l'extérieur et économisez jusqu'à 50% d'énergie pour 30 ans. Confort été, hiver, ravalement de façade à neuf, travaux rapides, jusqu'à 75% de subvention d'État. Excellence Énergie, vos économies d'énergie commencent ici et maintenant. Inscrivez-vous sur excellenceenergie.fr ou appelez le 0970 100 234. 0970 100 234. Oui, je sais, ça va être dur à entendre, mais malheureusement, cet arbre à chat géant composé de tyroliennes, de ponts suspendus et de mini-rondins hyper durs à agripper avec des coussinets ne sera pas vraiment la raison principale qui va motiver les gens à louer votre bien plus cher que la moyenne. En revanche, le fait qu'il soit placé à proximité des commerces va vous permettre de le louer 30,7% plus cher. Alors rendez-vous sur meilleursagents.com pour découvrir notre outil d'estimation locative et louer au meilleur prix. Meilleursagents.com, tout commence par une bonne estimation. Innovation Luxéol. Découvrez le shampoing Pousse, le premier shampoing qui augmente la densité de vos cheveux, avec plus 6561 cheveux en phase de croissance. Un résultat cliniquement prouvé. Le shampoing Pousse Luxéol, plus 6561 cheveux en phase de croissance. En pharmacie et sur luxéol.com. Aïe! Mal au dos? Découvrez le t-shirt Perco. Avec ses tenseurs brevetés, Perco vous aide à vous redresser naturellement et protège votre dos. 100 jours d'essai satisfait ou remboursé sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical.
Pour que ma vision devienne réalité, mes verres progressifs Varilux m'offrent une vision ultra nette, de près comme de loin, avec une transition fluide. Voir sans limite, c'est vivre sans limite. Varilux, un verre Essilor, dispositif médical. Découvrez les verres Varilux Transition chez les opticiens Essilor Experts. Non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? Engie vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.engie.fr. J'agis avec Engie. Voici la Peugeot i208 100% électrique, avec projecteur full LED, iCockpit 3D, jusqu'à 362 km d'autonomie, et le tout nouveau FBIS R. Faire bonne impression sur Richard. Adoptez la conduite parfaite avec la i208, et pendant les éco-reprises, Peugeot vous offre jusqu'à 3 000 € d'avantages clients. Le FBIS R peut déclencher des selfies en série. Il existe une meilleure protection que vos meilleures cachettes. Vous pouvez compter sur Groupama et sa télésurveillance pour protéger vos biens et votre famille. En ce moment, 150 € de frais d'installation offerts. Groupama, la vraie vie s'assure ici. 15h45, merci d'être avec nous sur BFM TV. Le rappel de l'actualité, l'Occident nous a déclaré la guerre, une guerre hybride et totale. Les mots du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aujourd'hui devant le Conseil diplomatique et de défense à Moscou. Le chef de la diplomatie qui évoque une contre-offensive diplomatique avec d'autres pays du monde alliés autour de la Russie. Nous ne reconnaîtrons jamais les frontières que la Russie tente d'imposer à l'Ukraine. Déclaration du G7 aujourd'hui réunie en Allemagne, alors que Moscou a de son côté coupé l'électricité à la Finlande, officiellement pour impayé, officieusement probablement pour sa demande de rattachement à l'OTAN. 80e jour de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky assure que plus de 1000 localités ont été reprises aux Russes, dont 6 rien que ces dernières 24 heures. Les forces russes qui semblent notamment perdre du terrain autour de Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine, selon l'Institut américain de l'étude de la guerre. On y retrouve nos envoyés spéciaux Jérémy Père et Joao Alencar. L'armée ukrainienne libère les villages les uns après les autres dans le nord de cette région de Kharkiv. Nous étions hier à Starostalkiv, une des villes qui a été libérée il y a quelques jours, qui est séparée en deux par une rivière. D'un côté les Ukrainiens, de l'autre les Russes. Entre les deux positions, seulement 300 mètres. Dans ce petit village, il reste une centaine d'habitants sur les quelques 3500 que comptait le village avant la guerre. Il manque de tout, de nourriture, de médicaments. La plupart des personnes qui sont restées sont des personnes âgées. Et il y a heureusement des volontaires qui partent de Kharkiv, font 1 heure et demie de route sur des routes très dangereuses pour leur apporter l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé hier avec Juan Palencia et Maxime Zaitsev. Regardez. À vive allure entre les carcasses de chars, Andriy est sur le qui-vive. À droite, au bout de cette route, la ligne de front. Pourquoi vous accélérez ? On est sur leur ligne de mire. Moins de temps on reste sur cette route, mieux on se porte. Andriy est volontaire. Il amène aujourd'hui des colis alimentaires, de l'huile, de l'eau. Il est le seul à le faire ici. Vous comprenez où vous êtes là ? Vous êtes sur la ligne de front. Oui, je sais. Venez dans mon jardin. Il y a des trous d'obus. Vous savez, ma maison a été aussi détruite. Je vous comprends. La tournée d'Andriy continue. Les Russes peuvent vous entendre ? Oui, mais on n'a pas peur d'eux. Et pourtant, quelques minutes plus tard seulement, cet habitant, lui, est encore sous le choc. Il n'a pas quitté sa maison depuis le début de la guerre. Il y avait des bombardements qui venaient de chaque côté. On s'est caché dans la cave et les murs tremblaient. Il ne reste qu'une petite centaine d'habitants sur les 3500 que comptait le village. Il y a combien de personnes dans le sous-sol ? On est 3 ici. Il y en a 2 autres là et 3 personnes encore. La plupart de ceux qui sont restés sont âgés et malades. Merci beaucoup d'être venu avec les médicaments.
Cette femme, par exemple, n'a presque plus de quoi soigner son hypertension. Elle raconte avoir échappé à la mort. Dieu merci, on a bien fait d'aller en bas. Une frappe a touché notre immeuble. Si on avait été chez nous, nous serions morts. Andrei a pris soin de noter tout ce qu'il manquait. Il repart à Kharkiv en promettant de revenir rapidement. Et puis il y a cette conséquence de la guerre en Ukraine. L'Eurovision se déroulera ce soir. Ce sera sans la participation de la Russie. La décision avait déjà été prise dès le 2e jour de l'intervention russe en Ukraine. L'Ukraine, elle, participe et fait même figure de favorite. Et malgré la tradition plutôt neutre du concours, il y aura un enjeu politique ce soir. Philippe Dufresne est notre journaliste culture, envoyé spécial à Turin, où se déroule donc cette Eurovision. Oui, alors tradition neutre et en même temps, on ne peut pas vraiment renier ce que l'on est, si je puis dire. L'Eurovision, elle a été créée en 1956, finalement, dans l'optique d'empêcher les guerres, de favoriser la paix. On est effectivement au moment où la CE est créée également. Et c'était l'idée de créer un grand réseau d'influence culturelle pour que tout le monde se comprenne mieux et éviter effectivement la guerre. Pas de Russie donc cette année. Kalush Orchestra, les Ukrainiens sont à plus de 60% de chances de l'emporter chez les bookmakers. On n'a jamais vu des chiffres comme cela. Après, il va y avoir ce soir, c'est sûr, des votes du public en faveur de l'Ukraine. You can't vote for your own country. Donc dans les pays, on va pouvoir peut-être avoir un vote de sympathie et de soutien à l'Ukraine. Après, la moitié de la note, 50%, eh bien, ce sont des jurys nationaux. Et là, ce sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'il sera de bon ton de donner des points à l'Ukraine. Mais est-ce que pour autant, on va donner à chaque fois 12 points ou est-ce que ce sera 1 ou 2 points de sympathie? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir, en fait. Et puis Philippe, il y a aussi une anecdote. L'animateur ukrainien de l'Eurovision présentera cette édition en Ukraine depuis un bunker. Oui, alors il l'a déjà fait en fait cette semaine, mardi dernier, c'était pour la première demi-finale à laquelle l'Ukraine participait. C'est un bunker en Ukraine, tenu secret, 3 studios qui ont été aménagés en fait tout simplement pour que la télévision ukrainienne puisse assurer ses programmes en cas de problème. Ça fait 17 ans que le jeune homme qui va commenter participe à l'Eurovision d'une manière ou d'une autre. C'est évidemment la première fois qu'il le fait dans de telles conditions. Pour lui, eh bien, cette victoire éventuelle ce soir de l'Ukraine à l'Eurovision, ça serait la première victoire avant la grande victoire de l'Ukraine sur le terrain. L'actualité politique à présent, à moins d'un mois du premier tour des législatives en France, les candidats sont en campagne. Il s'était fait discret depuis son échec à la présidentielle. Éric Zemmour est aujourd'hui de retour sur le terrain. Marie Gentric, vous êtes au Lavandou dans le Var et le désormais postulant à la fonction de député part à la rencontre des habitants. Comment se passe cette nouvelle campagne ? Eh bien, on peut dire que c'est un début de campagne assez intense pour Éric Zemmour qui multiplie les déplacements. Hier matin, il était sur le marché de Sainte-Maxime. Ce matin, il était sur le marché de Cogolin. Ensuite, il s'est rendu dans un domaine viticole. Et là, d'ici quelques minutes, il devrait arriver dans le village du Lavandou, comme vous l'avez dit, eh bien, pour visiter cette petite foire au vin. D'ailleurs, plusieurs habitants nous ont déjà demandé quand est-ce qu'Éric Zemmour allait arriver. Donc, les habitants qui semblent plutôt impatients de voir le candidat. Alors, Éric Zemmour multiplie les déplacements parce qu'il sait que cette bataille législative, elle ne va pas être facile pour lui. Déjà parce que c'est un territoire où il est plutôt populaire, mais où il reste quand même moins populaire que Marine Le Pen. Pour vous donner les chiffres exacts, lors du premier tour de l'élection présidentielle, dans la 4e circonscription du Var, c'est donc ici qu'Éric Zemmour se présente pour les législatives, dans cette circonscription, eh bien, Éric Zemmour a récolté 14% des voix contre 32% des voix pour Marine Le Pen. Et puis, il y a un autre sujet qui met Éric Zemmour en difficulté, c'est le fait qu'on l'accuse d'être parachuté dans cette circonscription. Beaucoup lui reprochent de ne pas avoir un ancrage local. Alors on discutait avec Éric Zemmour tout à l'heure, qui nous expliquait que cette notion de parachutage n'était qu'un concept politique pour essayer de déstabiliser les candidats. Mais on le voit quand même, Éric Zemmour veut vraiment aller au contact de la population, veut vraiment se montrer dans cette région. D'ailleurs, la preuve en est, Éric Zemmour s'installe dans le Var, au moins pour la durée de cette campagne législative. Merci beaucoup Marie Gentric au Lavandou dans le Var pour BFM TV avec Romain No. Restez avec nous dans un instant, nous reviendrons sur les mots de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères à Moscou ce samedi. Il a notamment déclaré « L'Occident nous a déclaré la guerre, une guerre hybride et totale ». On va y revenir largement dans notre prochain journal, mais avant cela, la météo.
La météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Profitez de votre météo avec les climatiseurs mobiles Pinguino d'Elonghi pour un confort chez vous, tout en silence. La chaleur puis les orages seront au rendez-vous ce week-end avec cette dépression située au large mais qui quand même nous envoie de l'air de plus en plus chaud en provenance d'Afrique du Nord. De plus en plus chaud mais également de plus en plus instable. Alors pour cet après-midi, le ciel se voile essentiellement sur la partie ouest avec éventuellement déjà quelques orages en fin d'après-midi sur le Pays Basque. Et puis le ciel reste dégagé sur les régions du nord-est. Des températures donc plus élevées qu'hier. Donc on a 25 à Paris jusqu'à 32 degrés tout de même à Bordeaux. Et sachez que demain, donc dans la matinée, eh bien, les nuages deviendront plus abondants sur la partie ouest avec toujours ce ciel dégagé dans l'est et dans l'après-midi. Ces nuages devraient finir par provoquer des orages parfois assez forts, localement accompagnés de grêle et de fortes rafales de vent, notamment vers la Normandie ainsi que vers le bassin parisien. Donc attention, ce sera surtout le cas d'ailleurs en fin d'après-midi, début de soirée. Température donc de plus en plus élevée. Demain matin, on aura déjà des valeurs supérieures à 15 degrés, notamment sur la partie ouest. Et donc dans l'après-midi, on aura même jusqu'à 31 degrés à Paris, ce qui est quand même assez exceptionnel pour la saison. 32 degrés à Troyes et 21 degrés à Nice. Ce sera paradoxalement la valeur la moins élevée en France. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts, 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Vous avez profité de votre météo avec les climatiseurs mobiles Pinguino d'Elonghi pour un confort chez vous, tout en silence. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Retrouvez l'écho du week-end avec la Banque Postale, engagée aux côtés de ceux qui font l'économie de demain. La Banque Postale, citoyenne. Quand on peut tout faire 100% en ligne et en toute autonomie, c'est possible de recommander sa banque. Boursorama Banque, la banque qu'on a envie de recommander. Et en ce moment, jusqu'à 100 € offerts. Bienvenue aux gourmands qui aiment se faire plaisir sans se priver. Chez Picard, nous vous proposons toute l'année des produits de qualité au meilleur prix. Comme nos croissants au beurre AOP des Charentes à 43 centimes l'unité. Picard, pour le bon et le meilleur. On peut plus rien dire, c'est un comble. C'est pour isoler les combles. Mais vous êtes qui? Je suis Effie Lafay. L'isolation de votre maison, c'est moi qui fais. J'évalue vos besoins. Je choisis un artisan près de chez vous et je m'occupe même des aides. Et vous supervisez les travaux? Évidemment, un projet de rénovation énergétique. Rendez-vous sur effi.fr. J'ai pris pratiquement plus de 40 kilos en 3 ans. J'en suis arrivée à peser 125 kilos. Et j'ai réagi en appelant le service client comme j'aime. Et voilà, 57 kilos en moins. Je me suis vue faire des choses que je ne faisais plus. C'est-à-dire du sport, du tennis de table, que j'ai repris 30 ans après, du cardio latino, de la Zumba. Alors vous aussi, testez la première semaine et payez plus tard, uniquement si vous êtes satisfait. Rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr. Papa, je sais ce que je vais faire l'année prochaine. Toujours du droit? Oui, mais pas à la fac. J'ai trouvé une école qui forme aux métiers dont les entreprises ont le plus besoin. Le SMD. C'est ça, l'école supérieure des métiers du droit. Pas mal, papa. Toi, t'as vu la pub du père et de la fille qui se font un jus d'orange. J'ai surtout vu les diplômes reconnus par l'État. Et un vrai suivi des étudiants. On remplit le dossier? Rendez-vous sur esmd-droit.fr. What if you said C? You don't C. Giorgio Armani. Aujourd'hui, voler en silence en respectant mieux l'environnement, ce n'est plus un rêve d'enfant. Dans nos aéroclubs, l'électrique, c'est dans l'air. Possédez cette liberté. Louez avec Virtuo. Virtuo, 100% mobile, 0 attente au comptoir.
DS4 e-Tense hybride rechargeable. Venez essayer DS4, élu plus belle voiture de l'année 2022. Qui peut concurrencer MAF Pro? Pour protéger notre famille comme notre commerce, nous qui sommes pros, on préfère MAF Pro. 800 000 clients professionnels font confiance à la MAF. c'est rassurant. Je préfère la MAF. C'est bientôt l'heure de votre match. Soirée pizza? Mais non, c'est vite fait. Une soirée foot, c'est avec des pizzas, sinon c'est gâché. Qu'est-ce que tu racontes, Mo? Faut évoluer, c'est fini ça. C'est fini, Mo, hein. On n'est plus en 98. Hein. Bah ouais, on a regagné depuis. C'est qui, lui? Uber Eats, parlons bouffe. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV à la une de l'actualité de ce samedi. L'Occident nous a déclaré la guerre et mène une guerre hybride et totale contre la Russie. Ce sont les mots ce samedi de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui s'est exprimé à Moscou. Nous serons à Moscou dans un instant avec Jean-Didier Revoin. On en parle avec notre invité Patrick Martin-Genier. La bataille de Kharkiv a-t-elle été gagnée par les Ukrainiens? Les soldats de Vladimir Poutine semblent perdre du terrain. Est-ce une nouvelle humiliation pour les Russes? Réponse avec nos invités dans ce journal. Fin des livraisons d'électricité russe à la Finlande, au moment même où Helsinki demande à intégrer l'OTAN. Le président finlandais s'est entretenu avec Vladimir Poutine cet après-midi. On en parlera avec notre invité, l'économiste spécialisé en questions économiques et qui est Anna Créti. La guerre en Ukraine dure depuis déjà 80 jours. Une prise de parole importante a eu lieu ce samedi, celle de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. Il s'est exprimé devant le Conseil diplomatique et de défense à Moscou. L'Occident nous a déclaré la guerre, indique-t-il notamment. Écoutez. Nous sommes face à des choix historiques. Les actualités évoluent. Et nous ressentons ces évolutions. Notre pays change avec ces actualités. Le choix que nous avons fait actuellement s'explique par la guerre hybride totale lancée par l'Occident à notre égard. Et dans cette déclaration, Sergueï Lavrov a tenté à nouveau de justifier l'intervention russe en Ukraine. Les détails de notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin. Il a surtout pointé du doigt les Occidentaux, vous l'avez dit, et d'annoncer cette guerre totale et hybride de l'Occident contre la Russie. Il déplore la perte d'indépendance de l'Europe face au diktat de Washington, une façon de critiquer le fait que la Finlande veuille désormais adhérer à l'OTAN, à l'Alliance Atlantique. Et puis il a également parlé de l'explosion de russophobie en Occident, à un niveau jamais atteint, même durant la guerre froide, qui se traduit par l'expulsion des diplomates et puis les vexations dont peuvent être victimes des citoyens russes, des hommes d'affaires, des artistes. Et puis, ce sont autant d'arguments qui permettent, comme vous l'avez dit, de justifier le fait que la Russie mène une opération spéciale en Ukraine. Et puis, il a aussi souligné la position extrêmement confortable des États-Unis qui, selon lui, en quelque sorte, donnent leurs ordres. Et c'est aux Européens de passer à l'attaque, de soutenir l'Ukraine, de payer en fait les frais de cette opération militaire. Et une situation qui affaiblit passablement l'Europe, qui donne l'impression aux Russes que l'Union européenne est désormais un vassal des États-Unis qui n'a pas le choix de s'opposer à la politique qu'elle souhaite lui voir mener. Patrick Martin-Genier nous accompagne toujours en plateau, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Sergueï Lavrov qui effectivement pointe les Occidentaux pour tenter de justifier l'intervention russe en Ukraine. Oui, tout à fait. Il estime que tout cela est la faute de l'OTAN, que c'est l'OTAN et l'Occident qui sont des agresseurs. Il parle de russophobie, alors qu'en réalité, la russophobie, ce serait une hostilité contre le peuple russe, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est une réticence, c'est la désapprobation de l'intervention des dirigeants russes, donc du pouvoir russe contre l'Ukraine. Il n'y a absolument pas de guerre contre la Russie, tout simplement. Il y a un réflexe de défense. Lorsqu'il y a une attaque de
de l'Ukraine. Il est tout à fait légitime aujourd'hui que la Finlande et la Suède veuillent adhérer à l'OTAN, car pour eux, c'est véritablement un réflexe de survie face à la menace que représente Vladimir Poutine et son pouvoir autoritaire. Voilà, donc il n'y a absolument pas une volonté, dirais-je, agressive de la part de l'OTAN. Il n'y a pas non plus de diktat de Washington. Ce n'est pas Washington qui a exigé de la Finlande ou de la Suède qu'elle adhère à l'OTAN. C'est une volonté de ces deux pays qui sont démocratiques d'adhérer. Et enfin, il a parlé de piratage étatique. C'est un langage de bois, un langage de la guerre froide. Non, il y a une volonté effectivement de renforcer cette solidarité. Et l'effet recherché est exactement inverse de ce que recherchait Vladimir Poutine avant l'intervention en Ukraine. C'était d'affaiblir au contraire l'OTAN, se sort renforcé de cette épreuve. Et justement, pour essayer peut-être de renforcer aussi la position de la Russie par ailleurs, Sergueï Lavrov a évoqué la mobilisation pour créer une nouvelle architecture de la sécurité en évoquant un certain nombre de pays qui pourraient s'allier à la Russie. Voilà, il a voulu montrer que la Russie n'était pas isolée sur la scène internationale. Il compte sur la Chine. Effectivement, la Chine est un pays qui a toujours soutenu la Russie dans cette opération. Il est allé en tournée en Inde également. Il a cité d'autres pays, le Moyen-Orient. On peut même citer que au Venezuela, Maduro a plus ou moins soutenu quand même également Vladimir Poutine. Donc, il a quand même ses pions sur l'échiquier international, ce qui veut dire qu'il veut montrer qu'il n'est pas isolé et qu'il a les moyens de procéder à une sorte de contournement stratégique à la fois des États-Unis, mais surtout de l'Europe. Autre question à présent. L'Ukraine a-t-elle gagné la bataille de Kharkiv, la deuxième ville du pays? C'est ce que pense en tout cas l'Institut américain de l'étude de la guerre, laboratoire d'idées qui documente le conflit depuis Washington. Juliette Andrieux et Julien Bosque. Dans ce village au nord de Kharkiv, des carcasses calcinées et des véhicules militaires détruits. Les troupes de Vladimir Poutine avaient établi leur camp de base ici avant d'être repoussés par les soldats ukrainiens. C'est une offensive de nos forces. Nous avons réussi à reprendre une zone de 25 km en seulement 2 jours. C'était pourtant l'une des cibles prioritaires du Kremlin, à 40 km de la frontière avec la Russie. Kharkiv, deuxième ville du pays, n'est pas tombée aux mains des Russes. C'est un journal russe. Il titre « Vos héros ». C'est le travail de leur politique. De quels héros parle-t-il? Ils sont déjà partis. Mais les forces ukrainiennes doivent rester vigilantes. Ce chariot de course attire leur attention. Ce sac à roulettes est piégé. Il y a un détonateur caché par des livres. Les pompiers vont venir régler ça. Derrière eux, ils ont laissé de l'équipement militaire désormais aux couleurs de l'Ukraine. Il est en état de marche. Il fonctionne parfaitement. Il démarre. Depuis le début de la guerre, Kharkiv est la cible de violentes frappes. Ses habitants peuvent enfin souffler. Nos militaires ont chassé l'ennemi de la ville. À l'heure où je vous parle, la ville est en sécurité. Mais triste à voir. Il y a des quartiers entiers qui ont été rasés. Mon immeuble, lui, a été entièrement détruit. Le travail des forces ukrainiennes n'est pas terminé. Ils doivent repousser les Russes un peu plus loin. Pour les Ukrainiens, il s'agit d'abord de maintenir un dispositif de défense, de poursuivre l'offensive pour aller en gros jusqu'à la frontière. Et les forces russes vont très vraisemblablement, elles, se replier. Le problème, c'est qu'elles ont dû subir des pertes. Et donc, il faut les remettre en condition, les réengager dans le Donbass, dont on voit que c'est la priorité aujourd'hui. Une humiliation de plus pour Vladimir Poutine, d'autant que dans le Donbass, si les combats restent intenses, les troupes russes ne parviennent pas à avancer. On fait le point sur ce conflit et l'avancée des troupes. Volodymyr Zelensky indique que l'Ukraine reprend du terrain sur la Russie. Selon le président ukrainien, plus de 1000 localités ont été reprises aux Russes. Nous continuons de libérer notre territoire, à reprendre aux Russes des territoires occupés. Actuellement, plus de 1000 localités ont été reprises. En 24 heures, nous en avons repris 6. Nous avons rétabli l'électricité, l'eau, les communications, les transports et les services sociaux. Nous n'oublions pas les autres villes encore occupées, Kherson, Melitopol, Berdiansk, Enerhodar, Mariupol et tous les autres villages et villes du Donbass. La libération graduelle de la région de Kharkiv prouve que nous n'abandonnerons personne à l'ennemi. Patrick Martin-Genier, est-ce que, comme le dit le président Zelensky, l'Ukraine est en train de regagner du terrain? Il y a cette nouvelle déroute visiblement à Kharkiv. Il y a également une contre-offensive qui aurait lieu à Izium aujourd'hui.
Tout à fait. Donc manifestement, cette information est vérifiée à la fois par le président ukrainien qui est bien renseigné, les services de renseignement ukrainiens, américains également. Oui, les Ukrainiens regagnent du terrain, même sensiblement. À Kharkiv même, on dit que les troupes russes ont abandonné la ville et que la vie reprend, les habitants reviennent, la vie reprenne, les institutions sont remises en place, les institutions démocratiques. Et comme vous l'avez dit, effectivement, il y a aujourd'hui, en ce moment même, une contre-offensive ukrainienne dans la ville d'Izium, qui est quand même située au sud-est de Kharkiv, pas loin de Kramatorsk. Donc c'est quand même une nouvelle offensive très sensible qui montre que les troupes ukrainiennes sont à l'offensive et regagnent manifestement du terrain. Et par ailleurs, il y a le G7, les ministres des Affaires étrangères du G7 qui sont réunis aujourd'hui en Allemagne et qui déclarent qu'ils ne reconnaîtront jamais les frontières que veut imposer la Russie à l'Ukraine. Ça, c'était à attendre, évidemment. C'était à attendre, évidemment. Ce G7, qui a par ailleurs annoncé de nouvelles sanctions économiques, effectivement, dit que jamais il sera question, sur le plan juridique, sur le plan international, de reconnaître cette annexion. Car ce que souhaitait Vladimir Poutine, c'est une annexion de fait du Donbass. On avait annoncé des référendums qui, en réalité, n'auront pas lieu. Et même s'ils avaient lieu, ça se passerait très mal. Donc il était tout à fait important que la communauté internationale et les G7, qui sont quand même les pays économiques les plus importants de la planète, apportent leur plein soutien, non seulement diplomatique, mais également matériel à l'Ukraine dans cette offensive, et annoncent très clairement que jamais ils n'accepteront de transiger sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Autre information du jour, la Russie qui a cessé de fournir de l'électricité à la Finlande. Le fournisseur russe évoque des impayés, mais c'est bien la probable adhésion de la Finlande à l'OTAN qui est en jeu. Et il y a 1300 km entre la frontière avec la Finlande et la Russie, entre la Finlande et la Russie. Et les Finlandais ne sont pas rassurés, écoutez-les. On est en sécurité ici. Les gardes-frontières gardent un œil sur nous. Mais lorsque la guerre en Ukraine a commencé, je me suis inquiétée. Nous sommes si proches de la frontière. Que se passera-t-il si on se retrouve un jour dans la même situation ? On aurait dû rejoindre l'OTAN plus tôt. Il n'y a aucune raison de rester à l'écart. Ça fait des années qu'on voit ce qui se passe ici à l'Est. La Russie a toujours été redoutée. On a toujours été sur le qui-vive et méfiant. Mais dans cette région, l'interaction a toujours été quotidienne. Le décryptage et l'analyse avec notre invité à présent, Anna Créti. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes économiste spécialisé en questions énergétiques. On peut penser que c'est la probable demande d'adhésion de la Finlande à l'OTAN qui est à l'origine de cette coupure. C'est surtout la temporalité qui fait créer un lien entre ces deux faits. La raison qui a été évoquée, donc, comme vous le disiez, les impayés, se réfère apparemment à des factures non payées il y a seulement quelques jours, donc les 6 mai. Même si on ne comprend pas effectivement de quoi il s'agit. Il faut savoir que ces présumées factures ne sont jamais payées en rouble, elles sont toujours payées en monnaie locale ou en euros. Et donc, il ne s'agit pas, on va dire, de la même raison qui peut être évoquée pour les autres problèmes énergétiques. De plus, ce n'est pas directement la Finlande qui paye cette électricité, mais c'est l'organisation des marchés électriques qui inclut la Suède, la Finlande, le Danemark. Donc, du point de vue juridique, tout reste encore à vérifier. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça change pour la Finlande, pour les Finlandais, cette coupure d'électricité qui a donc pris effet dès minuit aujourd'hui ? L'entreprise en question est une entreprise donc à 100% russe et elle fournit les 10% du marché finlandais. Cette partie de l'électricité va être aujourd'hui importée par la Suède et tous les pays voisins. Il y a une très grande différence entre ces problèmes sur le marché électrique et éventuellement ce qui se peut passer avec le gaz ou le pétrole. Là, on a des réseaux qui sont extrêmement interconnectés, donc il y a des liaisons qui sont très fortes entre la Finlande et les autres pays. Et donc cette partie, on va dire, va être substituée et ça l'est déjà. Donc il n'y a pas eu de coupure. Donc, ce que vous nous dites, Anna Créti, c'est que la Finlande va pouvoir compenser en demandant plus d'électricité à ses voisins scandinaves ?
C'est déjà le cas et ils s'y étaient préparés parce qu'il y avait déjà eu l'annonce hier. Donc les marchés électriques ont immédiatement adapté des règles d'interconnexion, d'importation qui permettent aux Finlandais de ne pas avoir de problèmes sur leur réseau. Et est-ce qu'il y a aussi peut-être à envisager d'autres coupures pour d'autres pays après la Finlande ? C'est vrai qu'on a toujours pensé à des questions sur l'énergie en regardant les grandes infrastructures gazières ou l'importation de pétrole. Mais la présence russe dans les marchés énergétiques européens passe aussi par des entreprises. RAO, qui est en question dans la Finlande, en est un exemple, mais on a par exemple aussi la ville de Berlin, qui est fournie par une entreprise à 100% russe, aujourd'hui justement gouvernée, on va dire, par la ville même, et comme c'est le cas, il y a aussi des infrastructures, par exemple des sites de stockage de gaz qui sont sur le territoire européen et qui appartiennent à des entreprises russes. Donc s'il faut regarder maintenant cette carte, on va dire, de la présence russe en Europe, oui, effectivement, on peut craindre d'autres formes de menaces. Anna Créti, il y a aussi peut-être une dernière solution pour la Finlande, pour assurer sa consommation d'énergie. Helsinki qui devrait lancer à plein régime d'ici la fin de l'été un nouvel EPR. Certainement, la Finlande est un pays, on va dire, relativement petit, mais qui avait un déficit de production. C'est la raison pour laquelle il y a aussi cette interconnexion avec les pays voisins. Et il y a ces projets d'EPR qui, pour l'instant, n'est pas opérationnel. Ça va sans doute contribuer à son indépendance énergétique. Merci beaucoup Anna Créti d'avoir répondu à nos questions cet après-midi. Je vous rappelle que vous êtes économiste spécialisé en questions énergétiques. Comment se poursuit cette guerre, ce conflit depuis 80 jours en Ukraine ? À Mariupol, près de 600 blessés attendent toujours d'être évacués du site industriel d'Azovstal. 1 millier de soldats résistent encore. Les femmes de ces soldats témoignent et demandent de l'aide à la communauté internationale. Thibaut Grosse. Ce sont les rares images du quotidien dans l'enfer d'Azovstal. À l'intérieur de la Syrie, ces soldats cuisinent, se soutiennent moralement et assistent les blessés. Déjà en début de semaine, d'autres photos montraient les visages d'hommes meurtris, mutilés par les combats, loin de leur famille. Les conditions sont catastrophiques sur place. Les combattants sont à court de médicaments et les combats continuent. Mais sans ces médicaments, ils ne peuvent plus se soigner et se défendre. Ils sont en souffrance. Il faut vite les exfiltrer, c'est la seule solution. Vu du ciel, seule une fumée grise se détache du décor figé d'Azovstal. Mais au sol, les combats se poursuivent aux abords de cette usine métallurgique. Grenades, tirs. On ignore la date de ces images postées par les soldats ukrainiens. La résistance tente de repousser des assaillants. Les derniers soldats du régiment Azov, toujours enfermés dans le sous-sol de la Syrie. Leur ultime chance, les négociations entre Kiev et Moscou pour les évacuer. Des pourparlers très difficiles sont en cours sur la prochaine étape de la mission d'évacuation qui doit concerner les blessés graves et les médecins. On parle d'un grand nombre de personnes. Bien sûr, nous faisons tout pour évacuer tous les autres, tous les défenseurs. Les Russes contrôlent désormais la quasi-totalité de Mariupol. Selon Kiev, les négociations portent sur l'évacuation prioritaire de 60 soldats les plus grièvement touchés, sur les 600 blessés que compterait l'usine. Patrick Martin-Genier, on a aussi appris que des proches de soldats ukrainiens piégés dans l'aciérie d'Azovstal à Mariupol appellent le président chinois Xi Jinping à sauver les troupes encerclées. Est-ce que ça a une chance d'aboutir ? D'abord, ça montre que si aujourd'hui des proches des membres du bataillon d'Azov qui sont retranchés dans Azovstal, dans la sidérurgie et le complexe sidérurgie d'Azovstal interviennent, c'est que la situation est extrêmement critique. Elle devient, sur le plan humanitaire, très grave. Il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont blessés, il n'y a plus de nourriture. Donc ça veut dire que les combattants d'Azov sont dans une situation extrêmement critique. On a vu ici en France et ailleurs des épouses, des proches des membres de ce bataillon venir et plaider pour eux. Et donc la situation en effet est très très difficile
difficile. Et si aujourd'hui des épouses des membres du bataillon d'Azov en appellent à Xi Jinping, comme vous l'avez dit, le président chinois, c'est peut-être pour demander à la Russie de favoriser l'évacuation de ces gens-là. On est dans une situation critique. Ils ne sont pas loin de capituler, même s'ils ne le veulent pas en réalité. Mais ça peut être de nouveau une véritable boucherie si on n'arrive pas à évacuer. Il y a eu un appel à Volodymyr Zelensky pour qu'il appelle donc Vladimir Poutine pour essayer de trouver, faire des échanges de soldats. Pour l'instant, ça n'a pas abouti. Donc effectivement, l'objectif, c'est de les sortir, éventuellement de respecter la Convention de Genève sur les réfugiés de guerre, ce qui n'est pas acquis. Donc, car la grande angoisse, c'est que dès lors que les membres du bataillon d'Azov sortiront de ce complexe, ils pourraient être purement et simplement exécutés. Merci. Restez avec nous, évidemment. On en vient à présent à ces présomptions de crimes de guerre depuis 80 jours. Ne manquez pas à ce sujet lundi soir notre émission Ligne Rouge, crimes de guerre, l'épreuve. La justice ukrainienne a identifié plus de 8000 cas présumés de crimes de guerre perpétrés par les forces russes. Oui, nos équipes ont enquêté sur plusieurs de ces exactions. Qui sont les auteurs de ces actes? Pour quelles raisons les ont-ils commis? Et comment prouver qu'il y a bien eu crime de guerre? Regardez cet extrait. Volodymyr Zolkin est un blogueur et militant ukrainien. L'armée l'a autorisé à rencontrer plus d'une centaine de soldats russes capturés depuis le début du conflit. Il diffuse les vidéos de ses entretiens sur sa chaîne YouTube. De la propagande complètement assumée. L'objectif de ces échanges, et je le précise dans chaque vidéo, dans chaque enregistrement, c'est de diffuser à la population russe la vérité sur ce qui se passe réellement. Et ce sont leurs proches, les soldats, qui parlent. Dans ces vidéos, qui totalisent 40 millions de vues, l'identité et l'apparence des soldats ne sont pas masquées, ce qui est interdit par la Convention de Genève. Volodymyr Zolkin affirme ne diffuser que les témoignages de ceux qui acceptent. Le commandant du bataillon a dit que les voitures qui allaient vers Kiev devaient être stoppées, et celles qui ne s'arrêtaient pas aussi. Il a dit de les stopper ou ne pas les stopper? De les stopper, et celles qui ne s'arrêtaient pas, de leur tirer dans les roues. Il y a eu des tirs sur les voitures de civils? À ce moment-là, 3 voitures sont passées, et 2 ont été arrêtées. À l'intérieur, il y avait 3 personnes. Les gens que vous avez stoppés, ils ont été exécutés? Ils ont été exécutés devant moi. Combien de personnes ont été exécutées? 3. Qui les a exécutés? Un tankiste. Je ne connais pas son nom. Avec quoi il a tiré? Avec une mitrailleuse. Il a tiré une rafale? Comment il a fait? Il les a fait se mettre à genoux puis a tiré? Non, ils étaient debout. Il leur a tiré dans la nuque. 16h20 à suivre sur BFM TV. Nous reviendrons sur les propos de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui a notamment déclaré que l'Occident avait déclaré la guerre à la Russie, une guerre hybride, une guerre totale. Qu'est-ce que cela signifie? Quelles sont les conséquences à craindre? On en parle dans quelques minutes. À tout de suite. Vendredi, samedi, dimanche, 22h minuit. Je suis ravie de vous retrouver pour Week-end Direct. Toute l'actualité de la fin de semaine, toute l'actualité du week-end. Les indicateurs sont en hausse. Vos soirées news avec Alice Darfeuille. En tout cas, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez bien comprendre. Des reportages, des invités. Malheureusement, la situation est quand même délicate. Du temps pour comprendre. C'est quand même la bonne nouvelle de 2021. Ça veut dire qu'on sait le faire, qu'on va le faire. Week-end Direct, vendredi, samedi, dimanche à 22h sur BFM TV. Retrouvez votre programme avec Mano Mano Pro, le bon réflexe travaux pour tous les pros qui n'ont pas de temps à perdre. Mano Mano Pro, on bosse pour vous. Qu'est-ce que tu crois, chérie? Qu'un génie va apparaître pour nous aider à vendre la maison? Arthurimo.com. Il a dit arthurimo.com là. Et pourquoi arthurimo.com? Agent et expert immobilier, double compétence. Évaluez le prix de votre bien sur arthurimo.com. Non, m'arracher les cheveux pour trouver comment mieux isoler ma maison. Non, merci. Je préfère encore servir de cobaye à ma fille. Besoin d'aide? Engie vous accompagne à chaque étape de votre projet de travaux d'isolation et vous informe sur les aides auxquelles vous avez droit. Rendez-vous sur monespaceprime.engie.fr. J'agis avec Engie. Une croisière? Ah non, sans façon. Je suis trop vieux pour une petite sortie scolaire. Mais vous n'avez jamais voyagé avec Costa? Oh, then I saw her face. Now
Costa, believe your eyes. Ah bon? Ça dure longtemps quand même. SFR présente le séjour idéal chez Papy et Mamie. Ah bah c'est une bonne Wi-Fi pour que mes petits-enfants puissent jouer à leurs réseaux sociaux. C'est du Wi-Fi, Papy. Du Wi-Fi, Papy. Oh, regardez, Chloé a fait un live avec un influenceur de fou. Bah, nous aussi, on peut en avoir des influenceurs, là. C'est Ronaldo? C'est Ronaldo. C'est qui? Bah, c'est le joueur de basket. En ce moment, profitez de la fibre de SFR et de la puissance du Wi-Fi 6 à prix exceptionnel pendant 2 ans. SFR, enjoy. L'actualité au plus près de vous et de votre vie quotidienne. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. C'est avec les chaînes locales de BFM. Quand on travaille dans la plus belle région de France. 8 chaînes. 7 jours sur 7. BFM en région. Sur la TNT, les box opérateurs et sur tous vos écrans. Moi je suis arrivé, on a parlé affaires. Et quand j'ai vu le tarif de la Massif, ça a été le bon plan. D'accord, le tarif est important aujourd'hui pour tout le monde. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui est assuré et les avantages... La Massif, c'est vous. Cheveux en mauvais état, il manque de force, et vous avez des problèmes de chute de cheveux? Découvrez Luxéol. Il stimule le bulbe. Il augmente la pousse des cheveux, fortifie et améliore l'état des cheveux. C'est Luxéol pousse, croissance et fortification des cheveux. Existe en gélule et également à boire et à croquer. Disponible en pharmacie et sur luxéol.com. À découvrir parmi la gamme Luxéol. Qui peut concurrencer MAF Pro? Moi qui connais bien les entreprises, je préfère MAF Pro. MAF Pro, c'est 93% de clients satisfaits de leur conseiller pro. Entre professionnels, on se comprend. Je préfère la MAF. Regardez, Stéphane a perdu 15 kilos avec Mimi Minceur et Anna, elle a perdu 10 kilos avec Mimi Minceur. Vous aimeriez retrouver votre ligne? Alors scannez le QR code sur votre écran ou rendez-vous sur mimiminceur.fr. Et oui, Mimi Minceur, c'est le programme de perte de poids personnalisable qui s'adapte à votre métabolisme. Vous choisissez vos repas parmi une 50aine de recettes. Vous êtes livré chez vous, vous dégustez et vous perdez du poids. En plus, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction. Rendez-vous sur mimiminceur.fr. Bombardement sur des immeubles d'habitation. Tir sur les populations en fuite. Exécution sommaire. Depuis qu'elle a envahi l'Ukraine, la Russie est accusée de violer les lois et les règles de la guerre. Les balles sont entrées par là. Nos équipes ont mené l'enquête sur ces crimes de guerre présumés. Mon père a commencé à se tourner de profil vers moi et le militaire russe a commencé à tirer. Nous sommes 4 à être encore vivants. Les autres, ils sont tous enterrés quelque part par là. Crimes de guerre, l'épreuve. Lundi à 20h50 sur BFM TV. Disponible sur tablette, mobile et rmcbfmplay.com. Météo avec Best Western Hotels & Resorts, des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Profitez de votre météo avec les climatiseurs mobiles Pinguino d'Elonghi pour un confort chez vous, tout en silence. C'est un week-end vraiment très estival qui nous attend dès ce samedi après-midi, notamment à Paris. Attention quand même aux orages qui devraient se développer notamment demain après-midi sur toute la partie ouest. Alors nous sommes effectivement influencés par cet air chaud qui nous vient tout droit du Maroc, avec cet anticyclone qui nous protège pour l'instant. Mais attention, car une petite perturbation est en train de se mettre en place ici sur la façade atlantique. Elle est assez désorganisée, mais va prendre de l'ampleur dans les prochaines heures. Donc pour cet après-midi, on aura essentiellement quelques nuages, éventuellement les premiers orages en fin d'après-midi sur le Pays Basque, toujours un ciel dégagé en allant vers le nord-est. Une température donc très estivale, bien supérieure au normal de saison, 25 à Paris jusqu'à 32 degrés à Bordeaux. Et donc demain, on attend une dégradation assez nette sur la partie ouest, avec demain matin donc pas mal de nuages, un ciel dégagé sur les régions de l'Est. Et puis dans l'après-midi, donc ces nuages devraient finir par provoquer quelques orages
Alors, ils seront isolés, hein, ces orages, ils ne seront pas généralisés, mais localement, ils pourraient être assez forts, accompagnés de quelques chutes de grêle, de fortes rafales de vent. Et ce risque orageux semble plus important en allant de la Normandie jusqu'au centre et à l'Île-de-France. Et surtout en début de soirée, donc de dimanche. Des températures demain matin déjà très élevées grâce aux nuages. D'ailleurs, dans l'ouest, hein, on aura des valeurs parfois supérieures à 15 degrés. Et donc, dans l'après-midi, comptez sur 31 degrés avant que les orages n'éclatent à Paris, par exemple, et jusqu'à 32 degrés à Troyes. C'était la météo avec Best Western Hotels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. Vous avez profité de votre météo avec les climatiseurs mobiles Pinguino d'Elonghi pour un confort chez vous, tout en silence. 16h30 sur BFM TV, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, l'Occident nous a déclaré la guerre, une guerre hybride et totale. Les mots du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, aujourd'hui à Moscou, le chef de la diplomatie qui évoque une alliance diplomatique avec d'autres pays du monde alliés autour de la Russie. Nous ne reconnaîtrons jamais les frontières que la Russie tente d'imposer à l'Ukraine. Déclaration du G7 aujourd'hui réuni en Allemagne, alors que Moscou a de son côté coupé l'électricité à la Finlande, officiellement pour un pays, officieusement probablement pour sa demande de rattachement à l'OTAN. L'Ukraine table sur un tournant de la guerre au mois d'août et sur une victoire avant la fin de l'année. C'est ce que pense le chef du renseignement militaire ukrainien. Une déclaration qui interroge. Et puis la guerre en Ukraine qui s'invite à l'Eurovision. Le concours de chansons a lieu ce soir dans la Russie, sans la Russie, mais avec l'Ukraine qui fait figure de favorite. Dans quelle ambiance se prépare l'événement dans le contexte international actuel? Nous serons sur place dans un instant. 80e jour de guerre en Ukraine, alors que la Suède et la Finlande demandent à intégrer l'OTAN. Côté russe, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s'est exprimé cet après-midi devant le Conseil diplomatique de défense à Moscou. Il estime notamment que l'Occident a déclaré la guerre à la Russie. Nous sommes face à des choix historiques. Les actualités évoluent. Et nous ressentons ces évolutions. Notre pays change avec ces actualités. Le choix que nous avons fait actuellement s'explique par la guerre hybride totale lancée par l'Occident à notre égard. On en parle avec Cyril Brett, géopoliticien, enseignant à Sciences Po. Merci d'être avec nous sur BFM TV. Comment est-ce que vous analysez les propos de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, aujourd'hui? Ces déclarations doivent être prises au sérieux. Sergueï Lavrov exprime la façon dont la Russie considère la suite des opérations. Elle prévient que pour elle, un cran a été passé, une étape a été franchie et l'expression de guerre hybride totale doit retenir notre attention. La Russie essaye d'attirer l'Occident parmi les belligérants et le présenter comme un agresseur de la Russie. Restez avec nous, Patrick Martin-Genier, justement pour revenir sur ces propos tenus par Sergueï Lavrov, sur les mots utilisés, la sémantique. On a l'impression que Sergueï Lavrov tient une ligne plus dure que celle de Vladimir Poutine, c'est le cas ? Écoutez, je ne sais pas s'il tient une plus dure. En tout cas, il est sur la même longueur d'onde politique que Vladimir Poutine, mais ce ne serait pas la première fois qu'il emploierait des termes qui seraient peut-être considérés comme excessifs. On avait bien vu que Vladimir Poutine l'avait désapprouvé récemment lorsqu'il avait estimé, s'agissant d'une intervention en Ukraine, que parce que Volodymyr Zelensky est juif, eh bien que Hitler lui-même aussi avait du sang juif. Il avait dû s'excuser de ses propos de son ministre auprès d'Israël notamment. Ce qui avait choqué la communauté internationale. Et par rapport aux récentes déclarations, effectivement, sur la décision de la Finlande d'adhérer à l'OTAN, c'est vrai que le porte-parole du Kremlin a été un peu plus modéré en parlant d'erreur, alors que Lavrov parle de guerre hybride de l'Occident contre la Russie. Alors, il ne faut pas se méprendre non plus sur cette différence de langage. On peut peut-être estimer que Lavrov est sur une ligne, en tout cas, plus dure ou aussi dure que Vladimir Poutine. Il n'en demeure pas moins que c'est vrai que son langage est toujours extrêmement très dur et que cela peut montrer une sorte de flottement peut-être au sein du régime du Kremlin. Alors ce samedi, il y a aussi les ministres des Affaires étrangères du G7 qui se sont réunis en Allemagne, qui en assure, on le rappelle, la présidence cette année. Dans une déclaration officielle, les membres des 7 grandes puissances ont prévenu la Russie de stopper sa volonté d'expansion en Ukraine. On va écouter la chef de la diplomatie allemande.
Dans notre déclaration d'aujourd'hui, nous avons encore une fois souligné très clairement que nous ne reconnaîtrons jamais les changements de frontières que la Russie veut imposer par la force militaire. Cyril Brett, le G7 a précisé par ailleurs, nous maintiendrons notre engagement à soutenir la souveraineté, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, y compris la Crimée. De quelle manière concrètement le G7 pourrait agir ? Déjà sur le plan stratégique et sur le plan diplomatique, rappeler les lignes rouges de l'Occident et du G7 est absolument essentiel, car si la moindre division ou si la moindre nuance ou si la moindre divergence intervient entre les différents pays du G7 dans le soutien à l'Ukraine, on peut être sûr que la Russie interprétera cela comme un signe de faiblesse. Non, la principale mesure qui va être discutée dans ce G7 et qui peut découler de ce G7, c'est le sort des importations d'hydrocarbures, de minerais en provenance de Russie. Et là, ce serait un tournant véritable. Bien sûr, dans la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais plus généralement dans la géoéconomie et dans la géopolitique de l'Europe. Les liens entre la Russie et l'Union européenne, ceux qui restent, seraient définitivement et durablement coupés. Et ce seraient des fournisseurs alternatifs du Golfe et des États-Unis qui prendraient cette place. Et on voit donc que la place de l'Union européenne et des Européens, leur place sur la scène internationale serait évidemment complètement changée par ce retournement. Il y a également la question de la Finlande dans l'actualité. Le président finlandais qui s'est entretenu au téléphone avec Vladimir Poutine cet après-midi, il a été question évidemment de cette information du jour. La Russie qui a mis sa menace à exécution, qui a annoncé donc qu'elle cessait de fournir de l'électricité à la Finlande ce matin. La Finlande, on le rappelle, qui est candidate à une entrée dans l'OTAN. Et lors de cet entretien, le Kremlin a déclaré que la fin de la neutralité militaire finlandaise serait une erreur. C'est tout sauf étonnant. Oui, c'est tout sauf étonnant. La Finlande a connu 3 guerres avec l'URSS. Elle partage 1300 km de frontières avec la Russie. Elle a perdu 10% de son territoire lors de la dernière guerre contre l'URSS. C'est un territoire qui est particulièrement important, la Carélie. Elle opère aujourd'hui un tournant extrêmement important, déterminant dans son positionnement stratégique. Elle s'expose à être qualifiée de provocatrice de la part de la Russie. Et donc, elle remet d'une certaine façon désormais son destin stratégique. Si cette candidature à l'OTAN aboutit, elle remet son destin stratégique entre les mains de l'Occident, alors qu'elle avait réussi à tenir depuis plusieurs décennies une position d'équilibre, une position de neutralité qu'on appelait la finlandisation, qui était largement subie, mais qui lui a permis de se prémunir d'incursions et de déstabilisation de la Russie. Elle entre dans une nouvelle ère, elle aussi, la Finlande. Vous restez avec nous, on va venir sur les propos du renseignement ukrainien à présent. Depuis 80 jours, l'offensive russe en Ukraine n'a pas toujours permis de grands succès militaires, y compris dans le Donbass. Autant d'éléments qui encouragent le chef du renseignement militaire ukrainien à déclarer la fin de la guerre d'ici la fin de l'année. Dans un entretien accordé à la télévision britannique Sky News, Kyrylo Boudanov a également affirmé que Vladimir Poutine était très malade. Écoutez. Le tournant devrait se situer dans la deuxième quinzaine d'août. Et la plupart des actions de combat seront terminées d'ici la fin de l'année. Nous pouvons confirmer que Vladimir Poutine est dans un très mauvais état psychologique et physique. Il est très malade. Il a plusieurs maladies en même temps, dont l'une est le cancer. Nous disons aussi depuis longtemps que l'armée russe, que la Russie tente de promouvoir dans plusieurs vidéos d'entraînement, n'existe pas en réalité. C'est une horde de gens armés. C'est tout ce qu'ils sont. Cyril Brett, est-ce qu'il y a des éléments tangibles qui permettent donc à Kyrylo Boudanov de penser que ce tournant de la guerre interviendra en août et la fin de la guerre donc en fin d'année ? Écoutez, sans aucun doute, c'est lui qui a tous les retours de terrain. Toutefois, de précaution. Je pense que cette autorité ukrainienne, comme beaucoup d'autorités occidentales, ont raison de prévenir. Cette guerre n'est pas prête de finir, malheureusement, pour des raisons stratégiques qui sont évidentes. La Russie n'a pas obtenu le succès qu'elle cherchait. Et je pense que c'est là qu'il faut chercher l'élément d'information le plus important dans cette déclaration. Les Ukrainiens sont en train de se préparer à une guerre longue. La Russie se prépare à une guerre longue de plusieurs mois encore. Et les Européens doivent donc agir en conséquence et déterminer leur ligne stratégique sur le long terme
en fonction des opérations de combat qui vont malheureusement se prolonger, y compris au détriment des populations civiles en Ukraine. Cyril Brett, il y a également ces allégations du renseignement militaire ukrainien sur la santé de Vladimir Poutine, qu'il dit fragile. Qu'est-ce qui se passerait si Vladimir Poutine était réellement malade, qu'il ne pouvait plus exercer le pouvoir? Est-ce qu'il a d'ores et déjà mis en place un dauphin? Vous posez la bonne question. Vous posez la question la plus préoccupante, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de sympathie pour le régime politique mis en place par Vladimir Poutine, mais on peut redouter effectivement une vacance du pouvoir, un chaos, un affaiblissement qui aiguiserait les appétits, car Vladimir Poutine, vous l'avez induit dans votre question, n'a pas préparé sa succession. Il a méthodiquement écarté tous ses successeurs. Il est en train également d'opérer une véritable purge dans les élites du pays, notamment l'emblématique chef d'état-major des armées russes, Gerasimov, vient d'être écarté. C'est lui qui a été le maître d'œuvre de la renaissance militaire de la Russie. Et le relais n'est absolument pas préparé pour la Russie. Et une vacance du pouvoir en Russie serait une très mauvaise nouvelle. Bon, pour la Russie, d'accord, mais pour les Européens aussi, car le pays deviendrait parfaitement imprévisible et un chaos à Moscou serait également au détriment de la stabilité du continent pour nous, occidentaux, pour nous, Français. Merci beaucoup Cyril Brett d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV pour nous aider à analyser, à décrypter donc tout ce qui se passe et notamment concernant Vladimir Poutine. Un mot, Patrick Martin-Genier, sur la question, c'est très intéressant, la question de la succession de Vladimir Poutine. Oui, ça c'est très intéressant parce que vous savez que ça fait 20 ans qu'il est au pouvoir, il a été président, Premier ministre et président, et récemment il a fait réviser la Constitution par un simple décret délibéré d'ailleurs par le Parlement russe, au terme de laquelle il est encore au pouvoir jusqu'à l'âge de 85 ans. Donc ça veut dire qu'il n'a pas du tout préparé sa succession et qu'il se voit encore éternellement au pouvoir. Il faut savoir qu'il aura 70 ans, je crois, au mois d'octobre, et donc il se voit encore au pouvoir pendant une quinzaine d'années, ce qui est évidemment complètement irréaliste, à supposer qu'il soit malade. Mais face à cette situation, je rappellerai qu'au moment de la crise des fusées de Cuba, Khrouchtchev avait fait des erreurs stratégiques et que 2 ans après, il n'était plus au pouvoir. Donc je pense que de toute façon, on va dire peut-être les années de Vladimir Poutine au pouvoir sont comptées, mais il est vrai que dans ce genre de régime dictatorial, on ne prépare pas sa succession. Et on ne sait pas si la situation sera pire ou meilleure après Vladimir Poutine, c'est ce qu'a l'air de sous-entendre Cyril Brett. Oui, enfin ça, ce sont des prévisions, des estimations. Il faut savoir une chose quand même, que c'est vrai, certains disent que si Vladimir Poutine partait, la situation serait encore plus compliquée, plus difficile, on aurait encore quelqu'un de plus dur. Je ne vois pas Lavrov succéder à Vladimir Poutine, mais en tout cas, l'histoire montre quand même que lorsqu'un chef d'État, y compris dans les dictatures, et surtout dans les dictatures, a échoué dans une stratégie politique et militaire, en général, le régime qui suit tente de trouver une solution de sortie et une solution plus diplomatique. Merci beaucoup Patrick Martin-Genier de nous avoir accompagnés cet après-midi sur le plateau de BFM TV. Vous êtes, on le rappelle, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions européennes et internationales. Restez avec nous dans un instant. On reviendra sur les propos de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, qui indique notamment que l'Occident, je cite, l'Occident nous a déclaré la guerre, une guerre hybride et totale. J'ai fait des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. Que vous soyez loin de chez vous ou confortablement installé dans votre canapé, vendezvotrevoiture.fr. Recevez le prix de votre voiture maintenant, entièrement en ligne. Peu importe la marque, le modèle ou l'année. Vendezvotrevoiture.fr. Pratique et facile. Alors vendez votre voiture et nous transférons votre argent rapidement. Recevez votre prix maintenant sur vendezvotrevoiture.fr.
Découvrez notre collection d'été exclusive Juste à partir de 59 €. Écoutez voir, optique et audition mutualiste. Moi, je veux que du bio pour ma famille. Du bio, Carrefour, français, superbe. Vous avez de la paille bio aussi? Ça, on n'en vend pas. Tu vois, ça peut être bon et pas cher. Bio et pas cher. Avec la carte Carrefour, c'est pas ça? Avec votre carte. On va recommencer. La prime bio, c'est moins 10% avec la carte Carrefour et moins 15% en payant avec la carte Pass tous les jours et sur tous les produits de la marque Carrefour Bio. C'est aussi ça avec Food. L'aventure Sojason a commencé en Bretagne. En 1988, on était les premiers à faire des desserts végétaux. Donc beaucoup disaient... Ils sont fous, complètement fous. Vous êtes fous? En 1995, comme on cultivait notre soja en France et sans OGM, avant même que ça devienne un sujet d'actualité, il y a ceux qui avaient des doutes. C'est quoi le problème avec les OGM? Ouais, et ceux auxquels ça a redonné le sourire. Vous êtes peut-être fous? Mais nous, on est avec vous. Tout ça pour dire qu'à force d'explorer... Pour votre santé. Pour l'environnement. Et votre plaisir. On y a pris goût, donc on continue. Pour varier du soja, découvrez les nouveaux Sojason au lait d'amande et au lait de coco. Des Sojason sans soja? On va encore dire qu'on est fou. Sojason, le végétal avec un goût d'avance. You United Credit. En ce moment, taux exceptionnel à partir de 0,1%. United Credit, enfin un crédit fait pour you. Aïe! Mal au dos? Découvrez le t-shirt Perco. Avec ses tenseurs brevetés, Perco vous aide à vous redresser naturellement et protège votre dos. 100 jours d'essai satisfait ou remboursé sur perco.com. Perco, libérez votre dos. Dispositif médical. Et t'as bossé ton revers ou quoi? Je travaille chez arthurimo.com. Et voilà, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et voilà. Faites le bon geste. Estimez votre bien sur arthurimo.com. Gaz, électricité, fuel, les prix s'envolent et chauffer ou rafraîchir votre maison coûte de plus en plus cher. Avec Excellence Énergie, isolez vos murs par l'extérieur et économisez jusqu'à 50% d'énergie pour 30 ans. Confort été, hiver, ravalement de façade à neuf, travaux rapides, jusqu'à 75% de subvention d'État. Excellence Énergie, vos économies d'énergie commencent ici et maintenant. Inscrivez-vous sur excellenceenergie.fr ou appelez le 0970 100 234. 0970 100 234. Quand j'avais 8 ans, j'accompagnais mon père travailler dans la vigne. C'est lui qui m'a appris à comprendre la nature. Parfois injuste. Mais on a toujours pu surmonter ces épreuves. Ensemble. C'est ce que j'ai vécu avec mon père et les valeurs qu'il m'a transmises, qui m'ont donné envie d'être conseiller Groupama. Groupama, la vraie vie s'assure ici. 16h46 à l'une de l'actualité, l'Occident nous a déclaré la guerre, une guerre hybride et totale. Ce sont les mots du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov à Moscou aujourd'hui. Le chef de la diplomatie qui évoque également une alliance diplomatique avec d'autres pays du monde alliés autour de la Russie. Nous ne reconnaîtrons jamais les frontières que la Russie tente d'imposer à l'Ukraine. Déclaration du G7 aujourd'hui réunie en Allemagne, alors que Moscou a de son côté coupé l'électricité à la Finlande, officiellement pour un pays, officieusement probablement pour sa demande de rattachement à l'OTAN. 80 jours de combat en Ukraine, où en sont les troupes sur le terrain. Volodymyr Zelensky assure que plus de 1000 localités ont été reprises aux Russes, dont 6 rien que ces dernières 24 heures. Les forces russes qui semblent notamment perdre du terrain autour de Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, selon l'Institut américain de l'étude de la guerre. On y retrouve nos envoyés spéciaux, Jérémy Père avec Juan Palencia. L'armée ukrainienne libère les villages les uns après les autres dans le nord de cette région de Kharkiv. Nous étions hier à Staristalkiv, une des villes qui a été libérée il y a quelques jours, qui est séparée en deux par une rivière. D'un côté les Ukrainiens, de l'autre les Russes, entre les deux positions, seulement 300 mètres. Dans ce petit village, il reste une centaine d'habitants sur les quelques 3500 que comptait le village avant la guerre. Il manque de tout, de nourriture, de médicaments. La plupart des personnes qui sont restées sont des personnes âgées et il y a heureusement des volontaires qui partent de Kharkiv, font une heure et demie de route sur des routes très dangereuses pour leur apporter l'aide humanitaire dont ils ont besoin. Je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé hier avec Juan Palencia et Maxime Zaitsev. Regardez. À vive allure entre les carcasses de chars, Andriy est sur le qui-vive.
À droite, au bout de cette route, la ligne de front. Pourquoi vous accélérez? On est sur leur ligne de mire. Moins de temps on reste sur cette route, mieux on se porte. Andrei est volontaire. Il amène aujourd'hui des colis alimentaires, de l'huile, de l'eau. Il est le seul à le faire ici. Vous comprenez où vous êtes là? Vous êtes sur la ligne de front. Oui, je sais. Venez dans mon jardin. Il y a des trous d'obus. Vous savez, ma maison a été aussi détruite. Je vous comprends. La tournée d'Andrei continue. Les Russes peuvent vous entendre? Oui, mais on n'a pas peur d'eux. Et pourtant, quelques minutes plus tard seulement, cet habitant, lui, est encore sous le choc. Il n'a pas quitté sa maison depuis le début de la guerre. Il y avait des bombardements qui venaient de chaque côté. On s'est caché dans la cave et les murs tremblaient. Il ne reste qu'une petite centaine d'habitants sur les 3500 que comptait le village. Il y a combien de personnes dans le sous-sol? On est 3 ici. Il y en a 2 autres là et 3 personnes encore. La plupart de ceux qui sont restés sont âgés et malades. Merci beaucoup d'être venu avec les médicaments. Cette femme, par exemple, n'a presque plus de quoi soigner son hypertension. Elle raconte avoir échappé à la mort. Dieu merci, on a bien fait d'aller en bas. Une frappe a touché notre immeuble. Si on avait été chez nous, nous serions morts. Andrei a pris soin de noter tout ce qu'il manquait. Il repart à Kharkiv en promettant de revenir rapidement. Et conséquence de la guerre en Ukraine, l'Eurovision se déroulera ce soir sans la participation de la Russie, décision prise dès le 2e jour de l'intervention russe en Ukraine. L'Ukraine, elle, participe et elle fait même figure de favori. Et malgré la tradition plutôt neutre du concours de chansons, il y aura un enjeu politique ce soir. Philippe Dufresne est notre journaliste culture, envoyé spécial à Turin en Italie. C'est là que se déroule le concours de l'Eurovision ce soir. Oui, alors tradition neutre et en même temps, on ne peut pas vraiment renier ce que l'on est, si je puis dire. L'Eurovision, elle a été créée en 1956, finalement, dans l'optique d'empêcher les guerres, de favoriser la paix. On est effectivement au moment où la CE est créée également. Et c'était l'idée de créer un grand réseau d'influence culturelle pour que tout le monde se comprenne mieux et éviter effectivement la guerre. Pas de Russie donc cette année. Kalush Orchestra, les Ukrainiens sont à plus de 60% de chances de l'emporter chez les bookmakers. On n'a jamais vu des chiffres comme cela. Après, voilà, il va y avoir ce soir, c'est sûr, des votes du public en faveur de l'Ukraine. You can't vote for your own country. Donc dans les pays, on va pouvoir peut-être avoir un vote de sympathie et de soutien à l'Ukraine. Après, la moitié de la note, 50%, eh bien, ce sont des jurys nationaux. Et là, ce sera peut-être un peu plus compliqué parce qu'il sera de bon ton de donner des points à l'Ukraine. Mais est-ce que pour autant, on va donner à chaque fois 12 points ou est-ce que ce sera 1 ou 2 points de sympathie? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ce soir, en fait. Et puis Philippe, il y a aussi une anecdote. L'animateur ukrainien de l'Eurovision présentera cette édition en Ukraine depuis un bunker. Oui, alors il l'a déjà fait en fait cette semaine, mardi dernier, c'était pour la première demi-finale à laquelle l'Ukraine participait. C'est un bunker en Ukraine, tenu secret, 3 studios qui ont été aménagés en fait tout simplement pour que la télévision ukrainienne puisse assurer ses programmes en cas de problème. Ça fait 17 ans que le jeune homme qui va commenter participe à l'Eurovision d'une manière ou d'une autre. C'est évidemment la première fois qu'il le fait dans de telles conditions. Pour lui, eh bien, cette victoire éventuelle ce soir de l'Ukraine à l'Eurovision, ça serait la première victoire avant la grande victoire de l'Ukraine sur le terrain. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Ronald Guintranche pour 7 jours BFM. Il reviendra notamment sur les propos de Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, ce samedi. Très bonne fin de journée à tous. Bon après-midi sur BFM TV.